Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire que nous tournons aujourd'hui au cinéma multiplex Le Liberté. Ce lieu a accueilli l'Ivresse de lire. Nous allons d'ailleurs consacrer cette émission à cet événement organisé par la librairie Dialogue depuis 2004. L'Ivresse de lire a pour but de créer une rencontre, un échange entre des lycéens et des auteurs contemporains. Cette année, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Julia Kerninon, François-Henri Désérable et Yvon Lemaine. Au cours de cette émission, nous allons découvrir les différentes prestations réalisées par les élèves. Ensuite, nous retrouverons Laurence à la librairie Dialogue au rayon jeunes adultes. Elle nous présentera quelques-uns de ses coups de cœur. Les élèves ont proposé aux auteurs des animations autour des livres étudiés. Buvard de Julia Kerninon, Évariste de François-Henri Désérable et Les Rumeurs de Babel de Yvon Lemaine. Ces différentes animations ont pris des formes très diverses. Partons tout de suite à la découverte de ces propositions originales. Vous êtes tous les mêmes. Vous m'envoyez vos atroces petites lettres qui me donnent l'impression que votre survie dépend de moi. Je vous fais venir ici, je prends le temps pour ça, et une fois ici, vous restez collés à me mater comme les imbéciles. C'est pathétique. J'ai écrit toute seule avec la même régularité infaillible qui m'était venue quand je travaillais pour Jules. Je dormais dans un petit studio étouffant au-dessus du café, et après avoir lavé la vaisselle et le sol, je grimpais dans le hamac qui était mon lit et j'écrivais des nouvelles jusqu'à ce qu'il fasse jour. Je t'ai attendu toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Je veux que tu puisses porter le cercueil pour moi. Et mon Dieu, je l'ai porté. Quand il est mort, comme il n'y avait rien à mettre dedans, j'ai pris tout mon temps. Je suis allée chez le menuisier et j'ai demandé qu'il me fasse ce cercueil. Je l'ai tiré avec une corde jusqu'à l'endroit du jardin où je voulais l'enterrer et j'ai creusé. J'ai creusé toute une journée. Je m'arrêtais pour boire entre deux coups de pelle. Un cercueil vide, un cercueil léger. Tout ce que j'avais aimé. Va-t'en maintenant. Va-t'en. Dégage! J'écoutais mon dictaphone et je me suis mis à écrire. Tu es à Paris, France, et c'est le mois de mai. Je travaillais dans un café lorsque Dieu m'a rencontré et il m'a prise avec lui pour aller vivre à Paris. Avec lui j'ai vécu mieux que je ne l'aurais cru. Je me contentais d'écrire pour lui séduire. Après plusieurs poèmes, oh mon Dieu que l'on s'aime. Voilà. Tu voudrais pas travailler pour moi? Vous pouvez toujours courir. J'ai du travail, alors foutez-moi le camp. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Tu es dur, dur comme la terre. Et tu es rapide. J'aimerais que tu deviennes ma secrétaire. Vous proposez ça à tous les filles que vous croisez? Non, Grand bien vous fasse, mais j'ai des choses à faire. Et merde. Faites entrer l'accusé. Aujourd'hui, 15 juin 1831, nous sommes réunis pour juger le prévenu Évariste Gallois, accusé d'avoir porté atteinte au roi Louis-Philippe. Accusé Gallois, faisiez-vous partie des convives au banquet des vendanges de Bourgogne? Oui, monsieur le président. Le vin coule à flot et je l'étais, je l'avoue, un peu libre. Le vin force ma nature de provocateur. Et c'est ainsi que j'eus l'idée de porter un toast au roi. Voilà ce que j'ai dit. À Louis-Philippe, s'il trahit. Dans votre opinion, un toast porté à la santé du roi des Français était donc un geste affamant à cette réunion? Tout à fait. C'était une réunion des partisans de la République que je soutiens moi-même avec ferveur, car je hais la monarchie. Asseyez-vous. Nous en avons assez entendu. Voici le verdict. Après délibération, Évariste Gallois, acquitté. J'étais un boulet, dit Pascal. Un boulet de canon. Un illettré qui avait peur et faisait peur. Mon premier poème, je l'ai écrit, après l'avoir dit, plusieurs fois par an, dans ma tête, ma petite tête, pendant 40 ans. Après avoir appris à lire,
à écrire, presque seule. En passant par des couleurs, elle tirait les mots derrière elle, comme le vent tire les nuages dans le ciel. Je voyais des mots. Bleu, Blanc, rose, vert, à l'endroit, à l'envers. D'où vient ce petit garçon qui hurlait hier dans la classe et qui, aujourd'hui, se cherche des amis? Il vient de Tchétchénie comme ils viennent De Géorgie, de Roumanie, de Mongolie, de Djibouti, d'Éthiopie, de Somalie, d'Indonésie. de mauvaises pâtures, de mauvaises récoltes, de mauvais repas, à mon repas. Je me lève. Tu te couches? je viens de l'Est, Tu es de l'Ouest. et même à l'Ouest. Comment faire pour faire taire Les fureurs de Babel. L'ivresse de lire s'est clôturée par une soirée au cinéma Le Multiplex Liberté. Lors de cette soirée, des débats ont été animés par les élèves. Ils ont interrogé les auteurs sur leur métier d'écrivain. Grâce à leur boîte à questions, ils ont pu en découvrir davantage sur les lectures marquantes des auteurs. Retour en images sur cette soirée. Alors, quel est l'état de votre compte en banque? Sérieusement? Non, c'est pas ça. Quel est, puisque c'est une question, quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits? Alors, comme mon éditeur Charles Kermarek de Dialogue est là, je vais dire le livre qu'il a édité. J'ai une tendresse effectivement très particulière pour Les Rumeurs de Babel. Vraiment, oui, parce qu'on est nombreux dans ce bouquin. Alors, quel est le livre qui ne quitte jamais votre chevet? Le livre, je ne sais pas, l'œuvre à laquelle je reviens le plus souvent, vers laquelle je reviens le plus souvent, c'est celle de Pierre Michon. Et c'est vraiment absolument sublime. Et pour moi, c'est le plus grand, non seulement le plus grand écrivain français contemporain, mais peut-être le plus grand écrivain français tout court de l'histoire de la littérature française. Et je suis très heureux d'être le contemporain de cet homme. Moi, j'ai quel est le premier livre qui vous a marqué? Et je trouve ça vachement difficile de répondre parce que je suppose que le premier livre qui m'a marqué, ça doit être le premier que j'ai lu. Donc ça devait être ces bouquins bizarres d'enfants que j'avais. Il y avait Vie et mort d'un cochon. C'était super génial, c'était terriblement triste. C'était un petit garçon aux États-Unis et puis son père, il lui achète un cochon. Je sais plus comment, Rosie s'appelle le cochon. Et il adore le cochon, sauf que le problème, c'est que forcément, le destin du cochon, c'est de devenir gros et qu'on le tue. Et il se passe plein d'autres trucs avant. Et c'est Robert Newton Peck qui a écrit ça. Et c'est trash. C'est la vie de ce petit garçon. C'est un peu comme Huckleberry Finn, mais en bien pire. Ça, c'était super. On peut se raconter le métier d'écrire comme un métier et du coup l'exercer comme un métier. On peut se le raconter comme un art et du coup l'exercer comme un art. On peut décider que c'est un loisir. En fait, je trouve que tous les écrivains ont une façon différente de le raconter. Ça offre cette liberté. L'écriture, c'est-à-dire qu'on peut tous décider la façon dont on l'aborde. Certains d'entre nous travaillent très peu d'heures par jour, d'autres décident comme ils vont de se fixer des horaires quasiment ceux d'un fonctionnaire, alors que précisément, il est probablement devenu poète parce qu'il ne voulait pas d'autres métiers. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'écris des romans, c'est parce qu'un roman aussi, c'est exactement ce qu'on veut. On peut le tordre dans tous les sens, toutes sortes de choses différentes peuvent être des romans, mais en même temps, ce serait vrai aussi d'un poème. Mais non, écrire, c'est exactement ce qu'on décide que c'est. Et des gens ont écrit des livres incroyables tout en ayant un travail à côté et en écrivant que le soir. Et Pierre Rimbaud a écrit des trucs incroyables seulement 3 ans de sa vie. Enfin, c'est souple. Cela étant, on l'a jamais vraiment fini tant qu'il n'est pas publié, tant qu'on ne peut pas le modifier. Moi, je sais que je modifie encore très longtemps après de l'avoir remis à mon éditeur, parce que vous savez, on les remet très en amont, on les remet peut-être 6 mois à l'avance à peu près. Les livres sont d'abord lus par l'éditeur, et puis on a quelques mois pour apporter quelques corrections, et après on a les épreuves. C'est une sacrée chance quand même, à la fin du compte, quoi, de pouvoir écrire. Franchement, et de pouvoir publier aussi, parce qu'il faut quand même se débarrasser des livres en les publiant. Et les gens que j'aime, que j'admire, avec qui je parle depuis plein d'années, ils disent on a au moins ça. Nous retrouvons maintenant Laurence au rayon jeunes adultes de la librairie. Elle va nous présenter quelques-uns de ses coups de cœur destinés à un public de lycéens. Bonjour Laurence. Bonjour.
Je crois que tu as décidé de commencer par nous présenter Inséparables. Oui, tout à fait. Alors, Inséparables, c'est un livre de Sarah Crossan qui est paru aux éditions Rajo. Alors, Sarah Crossan, c'est une auteure irlandaise et son livre a connu un grand succès et reçu de nombreux prix outre-Manche. Alors, Inséparables, c'est un roman en vers libre qui nous raconte l'histoire de deux sœurs siamoises, Grace et Tippi, dont on va suivre le quotidien pendant 6 mois. Alors au début du roman, elles ont toutes les deux 16 ans et elles s'apprêtent à entrer au lycée. Et c'est un véritable événement pour elles parce que jusque-là, elles avaient suivi leur scolarité à la maison. Mais leurs parents connaissent des difficultés financières et ça n'est plus possible. Et elles vont donc devoir se confronter au regard d'autrui. Et puis lorsqu'on referme ce livre, on ne peut qu'être bouleversé par l'histoire de ces deux sœurs qui nous accompagnent longtemps après la lecture. Merci pour ce beau conseil. Et je crois que pour continuer, tu as choisi de nous présenter un livre un peu plus léger. Oui, alors oui, en effet, plus de légèreté. Dans ce deuxième livre qui s'appelle « Comment maximiser enfin ses vacances », c'est d'Anne Persin et c'est paru aux éditions du Rouergue. Alors, après comment bien rater ses vacances, comment bien gérer sa love story et comment devenir une rockstar ou pas, on est ravis de retrouver enfin Maxime Ménard, le héros le plus impertinent de la littérature ado, pour qui l'humour et l'autodérision n'ont plus aucun secret. Alors, Max a à présent 18 ans, il a obtenu son bac avec mention très bien. Il a passé l'oral de Sciences Po et il peut donc profiter de ses vacances d'été avec sa joyeuse bande. Et il décide de partir sur le bassin d'Arcachon pour une série de concerts au Festival de la Moule. Alors bien entendu, je ne vais pas révéler l'ensemble de leurs aventures, mais je peux dire qu'elles sont rocambolesques et mémorables. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas encore Maxime Ménard, ils pourront emporter non pas 1, mais 4 livres dans leur valise cet été. D'accord. Et enfin, pour terminer, tu vas nous présenter Meu de François Morel. Oui, alors ce livre est paru aux éditions Folio. Il peut être qualifié d'ovni littéraire. Philippe Bonneval a 22 ans, il est normand, il vit chez ses parents. Et puis un jour, il va se transformer progressivement en vache. Il devient donc Blanchette, une belle vache laitière, avec des taches, de beaux pis, de très longs cils, et puis toute sa tête d'humain. Et donc Blanchette va nous livrer un récit assez décalé de son vécu, et le tout avec un ton tendre et de nombreux jeux de mots. Et c'est donc un livre qui se lit d'une traite et qui permet d'entrer dans l'univers de François Morel. Merci beaucoup Laurence pour tous tes conseils. Merci. On a hâte de les découvrir. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Thank you.